Jungle. Bonjour à toutes et à tous, merci de choisir Sport FM, la référence sportive. Un excellent après-midi à toutes et à tous. Dingue de Sport parle d'abord d'un tournoi de football à Palimé, le tournoi à 3, aussi organisé au Burkina Faso, entre les étalons, le Ménan et les éperviers du Togo bien sûr. C'est du 13 au 19 mars à Ouagadougou, la capitale burkinabé. Initiative de l'UEMOA, on en parle. Le Covid-19 ou le coronavirus bouleverse le calendrier sportif partout dans le monde. Le Calcio en Italie a huis clos jusqu'au 3 avril. La Ligue 1 française, dont on va dire sans les supporters, jusqu'au 15 avril. L'on annonce un cas en Égypte ou bien des cas en Égypte où les éperviers fanions en match, vous le savez, le 26 mars prochain au Caire. Le Chan a lieu au Cameroun du 4 au 25 avril, un pays où l'on a annoncé 2 cas. Quelles dispositions pour circonscrire le Covid-19 ou l'éviter? Nous en parlons. Dingue de Sport invite aujourd'hui Aristide Kouevidien d'Afrique Info Sport. Nous avons également en studio Aimé Ekpe, il est le DP de l'équipe sportive, superviseur de Sport FM et président de l'Observatoire togolais des médias. Également en studio, Milek Agbokou, vous le connaissez, c'est un confrère de Radio Lomé. Dingue de Sport, mise en onde par Nas PM. On n'oublie pas de vous signaler que la vidéo de cette émission, comme toujours, est l'affaire d'Iloma Dovon. Merci de nous faire confiance. Je suis Franck Nounyama. Voilà, Hachi débat pour commencer cette émission Dingue de Sport sur la référence sportive. Merci de nous faire confiance. On va saluer nos invités. Aristide Kouevidien, merci d'être en studio. C'est un plaisir. Bonjour à tous. Oui, Aimé Ekpe, directeur de publication de l'équipe sportive, superviseur de Radio Sport FM et président de l'OTM. Merci d'être là. Oui, merci également. Bonjour à tous les auditeurs. Oui, très bien, je crois. Merci. Milek Agbokou, merci d'être en studio. Lui, on ne le voit pas souvent ici, mais c'est à raison. Merci d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour à tous. Et on commence avec vous naturellement parce que vous avez autre chose à faire. Et il y a un tournoi qu'on nomme ou bien que vous nommez Choco Togo. C'est à Palimé. C'est quoi justement? Choco Togo, c'est un autre concept. Bon, Afrique Terre de Culture, c'est une association créée à Palimé depuis 2013 qui est spécialisée donc dans les sports, la culture et l'environnement. Nous essayons à chaque moment que Dieu nous donne d'entretenir la jeunesse autour du Coran et d'autres disciplines collectives. Pour les congés de Pâques, nous avions jugé bon de les contenir également pour que ces enfants ou ces élèves ou cette jeunesse ne se donnent pas à cette vie de débauche et de délinquance. Et pour cela, nous avions pu arriver à faire du lobbying autour de cette entreprise de chocolaterie, Choco Togo. Ça se fait ici? Ah oui, Choco On fait Togo, du chocolat au Togo? Le chocolat se fabrique. Malheureusement, je devrais arriver avec le directeur général de Choco Togo. Vous allez goûter même dans ce studio, mais ce n'est qu'une partie remise. Choco Togo est une chocolaterie, en tout cas initiée par le Togolais Eric Agbokou et pour le Togo. C'est-à-dire, ils utilisent donc le cacao bio, le cacao que nous utilisons, ou en tout cas que nous cultivons dans le Grand Plateau et dans le Wawa. Choco Togo utilise donc ce cacao pour sa transformation en chocolat. Donc ça veut dire que ceux qui veulent avoir du chocolat peuvent en trouver ici. Vous pouvez aller chocolat dans made in Togo. Le supermarché de Lomé jusqu'à Saint-Cassé. Très bien. Demandez seulement d'après Choco Togo, c'est très moins cher. Vous allez trouver, vous allez goûter. Vous verrez qu'il n'y a aucune différence entre ce chocolat et d'autres chocolats qui nous viennent de l'extérieur. Très bien. C'est pour cela que nous voudrions aller vers la population, leur dire qu'il est temps de valoriser nos produits. Il est temps que nous transformions nous-mêmes ce que nous produisons et nous les consommions. Je suis très ravi en vous écoutant tout à l'heure dans l'intermède musical. Il y avait donc un artiste togolais que vous avez passé. C'est comme ça, sur les médias également, nous devons commencer par consommer nos produits. Nous devons valoriser nos artistes de la chanson. Parce que ça me fait mal. Là. Sur les médias, vous allez écouter les soukous, les je ne sais quoi, au même
moment, nos frères et sœurs se donnent dans cette musique. C'est à nous également de les valoriser. Voilà, en tout cas, Sport FM fait de son mieux. Alors, Choco Togo regroupe combien de clubs, combien d'équipes? Choco Togo regroupe 16 équipes de différents villages et de différents quartiers de la ville de Palimé. Ce tournoi regroupe 2 grandes préfectures, celle de Cloteux de Kwele-Akata. Le tournoi va se jouer sur 4 terrains. Il s'agit là de Tové-Ati, de Hanik Badjougan, sur le terrain de Kotokol à Lavier et sur le terrain de... chez moi-même, à Kbadapé, dans le Fioport. Donc il y aura du spectacle. Il y aura du spectacle. Tout est fait prêt, ça commence déjà quand? Samedi, nous allons donc aller à la cérémonie de tirage au sort au grand lycée de Kodi, où nous aurons en tout cas, faire ce tirage où les 16 équipes seront réparties en 4 poules de 4. Les 2 meilleurs de chaque poule se qualifieront automatiquement pour les quarts de finale. Et la spécificité de ce tournoi, ces quarts de finalistes auront chacun un jeu de maillot à l'effigie de Choco Togo qui nous viennent directement de Leverkusen et de Bayern Munich. Ah oui, Choco Togo a des ramifications internationales. Choco Togo a des relations multinationales. Choco Togo est aussi dans le sport, puisque Choco Togo a un département qui s'appelle Enfants, Foot et Développement. Donc, ce n'est pas un néophyte dans le domaine, seulement que Choco Togo a su que Afrique Tête de Culture s'est fait quelque chose déjà. Donc, Choco Togo s'est greffé juste sur Afrique Tête de Culture pour pouvoir faire cet essai 1. J'espère qu'il y aura aussi un essai 2, 3, pourquoi pas. On peut avoir quelques noms pour les clubs, les équipes qui participent à ce tournoi? Les clubs, déjà, pour le détenteur du trophée de tournoi Renaissance Cloto, M. ATC est toujours sur le terrain. Il y aura tout puissant de Kumetomegbe qui est prêt en tout cas à se mesurer encore de nouveau. Il y aura USK de Kbadapé. Il y a donc Génie d'Akata. Cette équipe, je ne la connais pas. C'est le moment de la découvrir. Il y a d'autres équipes comme Bémé FC de Kwele-Bémé. Ça aussi, je n'ai aucune notion là-dessus. Vous comprenez donc qu'il y a d'autres néophytes qui arrivent dans la compétition et ça ne fait que donner plus de la chaleur à l'événement. Dans la ville de Palimé, il y a Royal, Aigle Royal. Quand vous écoutez le nom, vous devez avoir déjà une idée sur le trône royal. C'est l'équipe de Togbiéhan, le chef canton de la ville de Palimé. Il y a New Sporting Club de Palimé. Là, c'est mon club. Il y a d'autres équipes comme Olympique qui a joué la D3 régionale. Donc, voilà à peu près les équipes qui sont prêtes à compétir à partir du 28 mars, un samedi. L'ouverture sera donc faite sur le terrain de Hanik Badjougan, mais l'apothéose, le 26 avril, on espère que toutes les formalités administratives vont mordre pour que nous puissions jouer au grand stade de Palimé. Voilà, vous avez l'information, le tournoi Choco Togo qui va démarrer bientôt, dont le tirage serait prévu ce samedi. Merci Milek beaucoup de venir nous donner ces précisions-là. Et autre chose à ajouter avant de vous laisser partir ? Autre chose à ajouter, juste pour lancer cet appel à tous ceux qui ne maîtrisent pas bien Palimé, que c'est encore un bon moment pour eux, surtout que l'entrée elle est très gratuite. L'entrée elle est gratuite. Venez découvrir tous les paramètres culturels de cette ville. Je le dis et je le répète par où je passe, celui qui connaît le Togo et ne connaît pas Palimé ne connaît pas encore le Togo. Le Togo, je vous remercie. Très bien, merci également à vous d'être venu. Voilà, Palimé, c'est un endroit où il faut toujours visiter. À très bientôt, Milek Agbokou. Et nous en parlons, vous savez que le Togo va prendre part au CHAN et les préparatifs commencent. Il y a un tournoi à Ouagadougou, un tournoi à 3, le Burkina Faso, les étalons du Burkina Faso, le MENA du Niger, les éperviers du Togo. C'est un tournoi à l'initiative de l'UEMOA. Ça fait la 6e édition de cette compétition, mais visiblement, aucun pays de la zone, Aristide Kouévidien, ne s'est imposé, ou bien je me trompe?
par rapport au tournoi le CHAN, on a la Libye qui a gagné, on a la RDC deux fois, on a le Maroc qui est d'ailleurs le tenant du titre. Oui, aucun pays de l'UEMOA n'a jamais réussi, vous l'aviez dit, en pratiquement 10 ans, puisque la première édition, c'était précisément en 2009, et donc nous en sommes cette année à la 6e édition. Donc parmi les 8 pays de l'UEMOA, aucun naturellement n'a réussi à remporter le Graal. Peut-on comprendre par là cette initiative de l'UEMOA pour peut-être donner plus de chance aux pays qui viennent de la zone et qui prennent part à ces... C'est une première, ça n'est jamais arrivé. Le fait par exemple de regrouper les pays de l'UEMOA pour pouvoir participer, préparer cette compétition, ça n'a jamais arrivé. Ça veut dire tout simplement que les organisateurs, dans leur communiqué de presse, ont quand même eu l'occasion de le dire. Ils ont certainement envie de voir donc sur le podium et peut-être remporter le trophée un pays donc de la zone. Vous savez que par rapport au format donc de la compétition, la zone Afrique de l'Ouest est scindée en deux, la zone Ouest A et la zone Ouest B. Le Niger fait partie donc de la zone Ouest A où le Niger a éliminé la Côte d'Ivoire. Dans la zone Ouest B, il y a 2 qualifiés et donc le Burkina Faso a éliminé le Ghana, le Togo a éliminé le Nigeria. Et donc du coup, on se dit pourquoi ne pas quand même permettre à l'Afrique de l'Ouest qui a quand même une forte représentation de pouvoir gagner ce trophée, parce que la plupart du temps l'Afrique de l'Ouest est représentée par 3 pays alors que dans les autres localités c'est 1 ou des fois c'est 2 pays. Donc je pense que c'est d'ailleurs l'objectif pour lequel disons ce tournoi est initié par nos amis burkinabés. Oui, on va écouter Jean-Paul Dossé-Abalo qui est le patron de cette sélection locale. C'est le deuxième jour d'entraînement, à 48 heures après leur match de championnat. Donc je pense qu'on est toujours dans la récupération. On essaie de mettre quelque chose en place pour voir. C'est quand même un bon moment qu'on ne s'est plus retrouvé. Donc pour travailler un peu les automatismes, je vois que ça se passe très bien. Et là, il y a 26 joueurs, parce qu'on doit participer à un tournoi où le nombre doit être réduit. Donc on a essayé de réduire à 26 joueurs. On cherchait des matchs amicaux. Donc en même temps, on voulait sortir un peu du pays pour que les joueurs découvrent d'autres cadres. Donc je crois que ce tournoi était le bienvenu pour nous, pour sortir du pays et aller jouer d'autres matchs contre le Niger et le Burkina qui sont aussi qualifiés pour le CHAN. Quel est le format de ce tournoi? Non, c'est juste 2 matchs, il n'y a même pas de demi-finale ni finale, c'est juste 2 matchs pour permettre aux 3 équipes de préparer le CHAN. Le Togo joue son premier match quand et contre quelle équipe? On joue contre le Niger le 15 mars. C'est un tournoi initié par l'UEMOA, donc déjà quand on avait joué contre le Niger ici, on savait qu'il y a quelque chose qui se préparait ici, donc on a fait tout de suite la demande pour qu'on ait des matchs amicaux. Vous avez votre liste déjà pour Yaoundé? Oh non, de toute façon, le 17, on doit envoyer une liste de 30 joueurs et après on aura une liste de 23 joueurs envoyés 10 jours avant le premier match. Donc on a encore largement le temps. Jean-Paul Dossé-Abalo, sélectionneur des éperviers locaux. On a également pu poser des questions à quelques-uns de ces joueurs. D'abord, Nyama Akate. Un tournoi qui est bien arrivé, donc on voulait des matchs à l'extérieur, donc on l'a eu, ça nous permettait de mieux nous préparer pour la phase finale du CHAN. Donc c'est un tournoi qui est vraiment venu à point nommé. On a corrigé nos lacunes, on a travaillé sur nos points forts, donc on se sent prêt. La force est un groupe qui est là depuis, donc on se retrouve par moment pour les stages, donc il y a la cohésion, déjà c'est une force, donc on se connaît déjà. Puisque nous sommes tous dans le même championnat, donc ça constitue vraiment une force. Nous savons que le Burkina et le Niger sont de grandes nations de football, donc on est là-bas pour défendre aussi les couleurs dans chaque pays. On saura que ce sera des matchs difficiles, donc ça nous permettra de mieux nous préparer pour le champ. Donc on y va là-bas avec beaucoup de sérieux. L'ambiance ici, nous venons aussi de recevoir la visite du commerce qui viennent encore de nous retirer leur soutien. Ils sont à pied d'eux pour régler le plus tôt possible. Donc on croit que le problème des primes sera réglé le plus vite possible. Une bonne occasion pour une répétition générale d'Inyama Akate et puis la promesse de régler justement les primes de qualification pour cette compétition. Derrière lui, c'est Agbozo Cloussel, le défenseur du Dynamique togolais. Lui veut plus remporter ou bien gagner ce tournoi, si on peut le dire ainsi. On est là, on est soudés, tout va bien. Déjà, à partir de l'entraînement, tout ce qu'on démontre à l'entraînement, tout ce que le coach nous montre, on est confiant. On part pour Ouaga, c'est sûr qu'on va les démontrer en beau jeu. En fait, ces 2 équipes, ce sont des grandes nations de football. Bon, ils jouent, mais nous, on n'a peur de rien parce qu'on est confiant de nous, de la confiance que le coach nous donne, tout ce qu'on fait à l'entraînement, ça à nous. On va pour aller jouer, c'est pour aller faire tout ce que le coach nous demande et revenir avec des victoires. Oui, c'est une promesse. Voilà Agbozo Cloussel qui fait partie de l'effectif d'Abalo Dossé. Aimé Ekpe, oui, une première pour le Togo. Et cette initiative de l'UEMOA, comment l'analysez-vous à votre niveau?
Mais je crois que c'est pas mal comme initiative, c'est plutôt bon à prendre justement. Ça permettra justement à ce que la sélection locale fasse une répétition générale comme le technicien et les joueurs le disent. Ça va permettre justement à Ballot-Dossé donc de avoir une idée précise donc des comportements de ces joueurs avant donc de concocter la liste finale justement pour cette compétition qui aura lieu donc au Cameroun. Bon, c'est vrai que c'est la première fois que le Togo va y participer, en tout cas se qualifier ou s'est qualifié pour cette compétition. Oui. Et c'est vrai également qu'on attend beaucoup de choses justement de cette sélection. En même temps, on connaît également les réalités auxquelles justement cette équipe est confrontée. Et les réalités, c'est d'abord le fait que ça manque de motivation. Ça, il faut le dire, il ne faut pas avoir le coup. Vous faites allusion aux primes non payées ? Mais ça, c'est une évidence. On ne va pas attendre comme cela. Ça fait longtemps donc cette équipe s'est qualifiée. On n'a pas compris pourquoi on va toujours continuer à attendre. Bon, voilà. Mais je sais qu'ils font des efforts pour ne pas laisser transparaître, si vous voulez, disons, cette émotion ou ce ressenti, j'allais dire. Mais quand vous les rencontrez donc dans les coulisses, dans les couloirs, les gens sont amers. Les gens sont toujours amers par rapport à cela, par rapport à ces primes non versées. Et même le sélectionneur a des problèmes justement de pouvoir constituer son équipe parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il se dit, on sait que pour avoir une équipe nationale, c'est les meilleurs joueurs du moment. Au même moment, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des joueurs qui ont participé donc, à cette qualification et qui sont là, qui n'ont pas encore été récompensés comme cela se doit. Et ça donne du tournis justement à l'entraîneur aussi de pouvoir, est-ce qu'il faut les laisser partir? Comment il faut les laisser partir? De toutes les façons, s'ils partent, quand les primes arrivent, ils auront leur part. Oui, mais justement, il faut qu'il y ait cette discussion, que ça soit clair pour tout le monde. Parce que, alors, est-ce que la liste exacte a été confiée, a été donnée à qui, etc. Bon, voilà, donc, on ne peut pas comprendre que depuis là où les plus hautes autorités de l'État sont investies ou ont proclamé, ont annoncé également que justement il y aura des primes de qualification qui seront versées et que jusqu'à présent ça ne soit pas fait. C'est un peu bon. C'est un peu dommage, dites-vous. C'est un peu dommage et c'est incompréhensible ce que je veux dire. Et c'est qu'avec ça là, quoi qu'on dise... Peut-être l'élection présidentielle est passée par là. Oui, mais l'élection présidentielle aussi était prévue depuis. Donc tout est programmé. Donc, oui, mais combien on a besoin donc, de donner à ces joueurs? Vous pensez qu'on devrait, depuis là, on aurait pu régler ce problème? Ça, c'est ce que je disais. Et donc, il ne faudra pas laisser... Vous savez, habituellement, c'est ce que nous faisons. Et les problèmes nous rattrapent toujours au dernier moment. Rappelez-vous encore Wangen. Voyez-vous, c'est vrai que ça remonte à très loin, c'est-à-dire en 2006. Mais à chaque fois, après Wangen, il y a encore d'autres situations où on a laissé les choses aller jusqu'au bout, n'est-ce pas? Au dernier moment, on veut régler le problème. Et justement, les frustrations sont accumulées et naturellement, ça n'arrange pas la situation. Il faut faire en sorte que le nid de ces éperviers soit sain et serein, n'est-ce pas? Avant la compétition. Avant la compétition. Avant la compétition, je crois que, oui, même pour avoir cette équipe pour aller donc au Burkina Faso, dans la tête du sélectionneur, ça n'a pas été facile aussi. Mais qu'il faut laisser... Il y a toujours cette situation de laisser certains sur le carreau parce qu'il n'y a pas résolu le problème. La composition du groupe d'Abalo-Dossé est liée justement au paiement des primes. Est-ce que ce n'est pas deux choses différentes? Non, écoutez, il ne faut pas dissocier les choses. Quand on fait des promesses, il faut les tenir. C'est juste et simple. Et vous voyez, vous savez, ces joueurs-là, ils sont également contents avec les joueurs de la sélection A. Et dans les coulisses, ce que ceux-là leur disent, vous ne pouvez pas savoir. C'est pour ça que tu dis que ça crée. Ils sont en train de leur dire, oui, allez, réclamez ça maintenant. Ou bien si vous ne réclamez pas, ce sera fini. Mais non, dans tous les cas, c'est ce que nous avons toujours fait. Si vous ne réclamez pas, ça risque... On fermera cette page et puis c'est fini. Et puis c'est fini. C'est pour ça que...
c'est vrai, on a envie techniquement, je crois que Abalo de Sèvres veut faire quelque chose, mais il y a un problème au niveau de l'administration, n'est-ce pas? Administrativement, les choses ne semblent pas bouger comme cela se doit, c'est ce que je veux dire. Et même concernant la gestion administrative à la fédération, je ne parle pas seulement de l'État, parce que le gouvernement, pour verser donc ces primes, c'est bien sûr le gouvernement, mais au niveau de la fédération, on semble aussi un peu timoré, peut dormir depuis, disons, depuis le congrès relatif. Les choses ne semblent pas bouger, voulez-vous dire? Oui, mais depuis ce congrès relatif qui a reporté donc à la tête de ce football l'équipe L'élan, mais depuis le lendemain jusqu'à aujourd'hui, on ne semble pas donc avoir, disons, on ne sent pas les choses bouger donc à la fédération administrativement. Et donc, il faut qu'à un moment donné, on puisse impulser justement quelque chose pour qu'on sente que vous allez à la fédération. Moi, je suis allé encore, même disons la semaine dernière jusqu'à lundi, mais on ne sent pas vraiment qu'il y a une compétition qui est en train d'être préparée, n'est-ce pas? Et que, mais on a l'impression que le staff technique il se débrouille, mais c'est vrai. Dites-moi, est-ce qu'il y a un chronogramme? Et ici, il y a un chronogramme officialisé au niveau de la fédération aujourd'hui par rapport à cette équipe ou bien à cette participation du Togo au CHAN? Non. Aussi, on nous dit oui, il y aura bientôt des commissions qui seront créées. À quelques semaines, ça jusqu'à commence présent, le 4. Hein. Oui, jusqu'à présent, ces commissions ne sont pas créées. Au niveau du ministère, on nous dit oui, bientôt, on est en train de préparer donc ces commissions qui vont être créées pour gérer encore cette compétition. On s'est dit non, moi j'ai dit non, mais écoutez, pour une fois, laissez la fédération aller gérer cette compétition. On verra la différence entre créer les commissions, n'est-ce pas? Et ce que l'État fait. Et oui, créer les commissions par l'État. Oui. Qui vont aller gérer donc cette compétition et laisser la fédération, qui est également les commissions similaires. Hein, c'est presque les commissions, toutes les commissions existent également à la fédération. Laissez les commissions de la fédération libres de faire donc leur travail. On va les juger par rapport au travail qui sera fait. Alors, quel est le budget? Vous mettez donc le budget à disposition, ils viendront faire les comptes. C'est ça. Oui, Aristide Covidien, oui, vous, aujourd'hui, est-ce que ces problèmes de primes, les primes non payées, bon, on ne parle pas encore de problèmes, même si ces primes ne sont pas réglées depuis des mois, mais vous pensez qu'aujourd'hui, ces joueurs qui ont peut-être une première fois cette occasion d'aller s'exhiber au plan international, de jouer au plan international, est-ce que vous pensez que ces primes-là, ou bien ces primes non payées vont plonger un peu leurs prestations, ou bien pour eux, c'est l'occasion ou jamais de pouvoir s'exprimer sur le plan international? Moi, je pense quand même qu'il y a un piège dans tout ce qui se passe autour de cette sélection, et notamment lié à cette question de primes. Parce que, regardez, les éperviers locaux vont dire « Ok, nous attendons nos primes, nous n'allons pas nous préparer. » Et à la veille, on paie les primes. Ça veut dire tout simplement qu'ils iront à la compétition sans une bonne préparation. Le premier piège. Maintenant, aujourd'hui, ou soit ils choisissent, par exemple, de bien se préparer, et peut-être à la veille, on les surprend, on leur dit, messieurs, tenez vos primes. Là, ça veut dire que malgré le fait qu'ils n'ont pas reçu à temps les primes, eh bien, ils se sont bien préparés et ils feront quand même une très bonne compétition. Quelle doit être la priorité aujourd'hui? La priorité, je vous l'ai déjà dit. On ne devrait pas être là en ce moment à parler encore de primes. Cette question devait être réglée le jour où le Togo a joué. Je parle des joueurs. En tant que joueur, si vous étiez joueur et que vous avez cette occasion aujourd'hui d'aller vous exprimer au plan international, de participer pour la première fois à une compétition continentale, mais quelle devrait être la priorité, les primes ou bien la compétition? Oui, justement, c'est pour ça que je parlais de pièges. C'est pour ça que je parlais de pièges. Parce que logiquement, à voir là où vont les choses, on sent pertinemment que le sélectionneur a un discours qui semble être partagé par les autres joueurs. C'est-à-dire que ne réclamez pas, vous aurez les primes, quelles qu'en soient les conditions, donnez le meilleur de vous-même. Parce que déjà, il l'a déjà fait. Rappelez-vous, avant le tournoi de l'UFO, enfin, ils étaient au retour du tournoi de l'UFO, ils n'avaient pas reçu de primes. Mais le sélectionneur leur avait dit, attention messieurs, n'allez pas dire à vos amis journalistes que vous n'aviez pas reçu de primes. En tout cas, Jean-Paul Dossé Abalo lui-même sur ce plateau a dit les joueurs auront leurs primes.
avant le départ pour oui, mais le Cameroun. sauf que la décision doit venir de quelque part. C'est pour ça, moi, je vous dis que la base a été déjà faussée. Il n'a pas la clé de la bourse. Oui, bien sûr. Et en ce qui concerne cette sélection locale, la base a été déjà faussée. D'abord, la préparation. Comment est-ce que le Togo, la fédération a engagé naturellement le Togo dans cette compétition? Premièrement, on nous avait dit que la sélection avait des difficultés et c'est peut-être le sélectionneur, le sélectionneur Claude Leroy qui a déboosté les moyens pour pouvoir le faire. Ça, c'est déjà un problème. Et donc, on n'a pas pu régler. Parce qu'en temps normal, lorsque vous engagez une équipe, il faut mettre les moyens. Il faut assigner un objectif donc, à cette sélection. OK, vous allez vous qualifier cette fois-ci. J'ai l'impression qu'on ne croyait pas vraiment en cette qualification. Ce qui explique. Non, ce n'est pas une impression, Aristide, mais je crois que c'est comme d'habitude, c'est une surprise, Franck. Oui, mais bon. Mais nous sommes toujours surpris justement d'être qualifiés. À chaque fois que nous nous qualifions, c'est une surprise. Oui, mais sur d'autres plans, beaucoup disent que l'impression qui se dégage, c'est que la fédération veut peut-être saisir cette occasion parce que rien n'est sûr pour la CAN 2021. Alors on veut miser sur le CHAN. Justement, non, je partage cet avis. Parce qu'hier même au stade, après l'entraînement, quand vous écoutez certains responsables de la fédération, on vous dit, nous on a déjà commencé le travail, on a envie de faire quelque chose au CHAN. Ça veut dire qu'ils avaient eu déjà une discussion autour. Mais le vrai problème, c'est quoi? C'est ce que Aimé Ekpe disait tout à l'heure. Ce n'est pas la fédération qui organise. On parle de commission. Regardez, comment comprenez-vous qu'à 3 semaines d'une compétition, on ne sait pas déjà quelle doit être d'ailleurs cette prime de qualification? Parce qu'on n'a pas encore donné le montant. C'est un problème. De deux, si les éperviers participent donc à cette compétition, si on gagne le Maroc, quel est l'objectif? Est-ce que c'est peut-être se qualifier pour le prochain tour, les quarts de finale, les demi-finales? Si le Togo se qualifie pour les quarts de finale, quelle sera la prime donc de chaque joueur? Demi-finale, quelle sera la prime? Finale, quelle sera la prime? Si le Togo gagne la compétition, quelle sera la prime? Rien de tout ça. On aime les surprises ici. Peut-être c'est pour ça que on ne dévoile et c'est ça pas le vrai problème. Oui. Regardez, il reste encore 3 semaines. Est-ce que c'est dans 2 semaines qu'on va d'ailleurs mettre en place ces commissions? Est-ce que les supporters vont voyager? Est-ce que les supporters seront autour donc, de cette sélection pour pouvoir les amener? Personne ne sait. Est-ce que la presse aura l'occasion donc, de voyager avec cette équipe? Personne ne sait. Et donc tout ça là, ça nous met dans une certaine difficulté pour pouvoir bien analyser. Moi, je pense quand même qu'il faudrait quand même qu'un jour, qu'on arrête de faire les choses comme à la va-vite. Pas Aristide. Prosper beaucoup, bonne arrivée. Merci. Oui, bonsoir vous allez vous prononcer aussi sur cette situation. Oui, les jours se rapprochent, mais il y a beaucoup de difficultés, on peut le dire entre griffes, les primes qui ne sont pas payées, les commissions, pas encore, on les connaît. Il y a, on va dire, aucune certitude, on va dire, autour de la participation du Togo à cette compétition qu'est le CHAN, même si cette fois, il y a un tournoi pour permettre à l'équipe de se préparer au Burkina Faso. Voilà. Vous faites partie de ceux qui pensent que les primes devaient être versées depuis. Oui, depuis. Donc, faisons appel à Claude Leroy. Ah, c'est lui qui paye? Autant Abalo nous a bien dit que pour déclencher les opérations, il a fallu l'intervention de Claude Leroy pour le faire. Peut-être que le Breton est en vacances, ou bien il est revenu, je ne sais pas, de retour. Bon, il va falloir qu'on le touche. Il faut l'attendre. Oui, il faut c'est lui qui a la possibilité de toucher le chef de l'État pour de pareilles situations. Donc, le chef de l'État est très occupé maintenant. Bien occupé, mais les affaires du pays lui appartiennent. Il est obligé de faire avec les affaires du pays. Donc, et là, donc peut-être que si ce monsieur arrive, enfin, Claude Leroy arrive, peut-être que les discussions peuvent aller, puisque les choses sont à l'état où on ne comprend rien. Bon, moi aussi, j'ai attendu longtemps de voir des réactions positives, des aménagements qui soient faits plutôt au niveau de la fédération, annonçant la mise en place des commissions et autres. Là, vous savez, il y a ce manque de confiance qui est là, cette crise de confiance, allais-je dire, qui est née depuis que la gestion des compétitions a été toujours des fourre-tout où les gens ne font pas réellement les choses telles qu'il fallait le faire. Donc je crois que cette confiance-là n'est plus. Qui va vouloir encore déclencher cet aspect? C'est ça, je crois quand même qu'il y a une forme de lassitude au niveau même des autorités. Et les gens qui peuvent déclencher de telles opérations n'arrivent pas à oser. Donc, dans cette situation, tout le monde est là, tout le monde regarde qui va le dire, qui ne va pas le dire. Donc, on est dans l'expectative. À un certain moment donné,
Peut-être, c'est pourquoi je dis, peut-être on attend Claude Leroy pour pouvoir donner le tocsin et puis tout va commencer pour être fait dans les règles de l'art. Mais c'est malheureux pour nous. C'est malheureux. Si tel est le cas, c'est malheureux pour nous parce que nous devons nous prendre en charge, savoir ce que nous devons faire et dans quelle mesure pouvoir mettre les choses, pour mettre les joueurs dans les conditions. En tout cas, avec les primes, on en parle tous les jours. On ne peut pas comprendre pourquoi est-ce que après la qualification pour la CAN, on met les primes à portée des joueurs et que pour le non, CHAN... là aussi, ça a toujours traîné aussi. C'est l'habitude de la maison. Donc, on espère que tout va rentrer dans l'ordre, même s'il reste pas beaucoup de temps. C'est le 4, ça commence le 4, on va terminer. Je pense qu'on peut attirer l'attention des autorités sportives sur cette question parce que demain c'est ce qu'on fait tous les jours. Oui, demain encore, il y aura conseil des ministres. En réalité, c'est une question qu'il faut inscrire à l'ordre du jour. Même si c'est dans les divers, il faut en débattre. Parce que c'est une question, comment dirais-je, une question nationale. Le Togo aura son drapeau qui va flotter donc du côté de Yaoundé ou encore de Douala. Je pense quand même qu'on ne doit pas attendre la veille d'une rencontre pour mettre au travail, disons, ceux qui devraient en principe organiser cette compétition. La fumée blanche ce mercredi au sortir du Conseil des ministres, pourquoi pas, pour que les choses puissent bouger, parce que le 4 avril, c'est juste dans le corner, hein. C'est plus trop loin. On marque la pause, on vous retrouve. Le Covid-19 ou le coronavirus partout qui bouleverse les calendriers. Vous savez que déjà en Italie, qui est quand même le foyer de cette pandémie en Europe, là, le Calcio est reporté, est reporté. Il y aura même plus de huis clos, mais les matchs ne se joueront plus jusqu'au 3 avril. En France, ce sera des huis clos jusqu'au 15 avril. On pense même annuler les Jeux Olympiques 2020. Et là, les autorités parlent quand même, disent que oui, si ça doit être le cas, il faut que le CIO se prononce. Vous constatez que le coronavirus s'impose à tout le monde, surtout au niveau sportif. Et là, quand on prend l'Afrique, par exemple, le Cameroun qui va accueillir le CHAN, on a annoncé 2 cas là-bas. Qu'est-ce qui se fait? Point d'interrogation. L'Égypte, où le Togo devrait jouer sa prochaine journée des éliminatoires de la CAN 2021. L'Égypte est également touchée. La CAF a annoncé prendre ou bien réfléchir. Depuis là, on n'a rien vu venir. Mais oui, la situation, elle est quand même grave, hein, il faut en parler. Vous voulez dire grave? Moi, je dirais dramatique. Oui. Elle est bien dramatique actuellement. Parce que la pandémie, elle est là. L'OMS aussi tergiverse donc à annoncer que c'est devenu une pandémie. L'épidémie est là. Oui. Voyez-vous? Ça prend tous les pays, donc ce n'est plus à l'étape de l'épidémie. C'est une pandémie désormais. Ça devient donc une pandémie et que ça prend en compte pratiquement tous les pays. Au Togo, on avait déclaré cela donc pour un cas. Bon, finalement, qui s'améliore. Bon, on peut être un peu tranquille. Oui, mais tranquille, oui. Bon. On n'a pas dit que ce n'est pas ça. D'accord. Le cas s'améliore. Oui. Donc, c'est ça. Le cas est sous contrôle. Est sous contrôle. Voilà. La situation est sous contrôle. D'accord. Mais il y a donc des incertitudes partout. La peur est là, la panique est là. Ça, on ne peut pas, comment dire, occulter cela. En Italie, par exemple, dans la journée de mardi, on a dénombré 150 morts. Oui, et ça fait déjà plus de 600 morts donc, en Italie. Il y a plus de 10 000 cas donc, recensés officiellement en Italie. Alors, vous comprenez que cette situation, où en Afrique également, on a commencé donc, depuis quelques semaines à compter justement les cas confirmés en Égypte, au Maroc, en Algérie, au Sénégal, en Tunisie. En RDC, le premier cas, c'était ce mardi. Au Nigeria, en RDC, au Cameroun, au Togo. Donc, voyez-vous, mais c'est toute l'Afrique qui est en train d'être embrasée également. Et c'est pour ça que Tom Saint-Fit a fait une sortie hier, justement, pour demander expressément à la FIFA, pardon, à la CAF, Confédération africaine de football qui, depuis la semaine dernière, est en profonde réflexion. Mais j'espère qu'on finalement, ça va prendre des mois. J'espère qu'on ne va pas s'éterniser donc, dans ce sommeil dogmatique. Il faut qu'il se réveille très rapidement pour prendre une décision. Mais est-ce qu'on joue les huis clos? Est-ce qu'on arrête donc ces éliminatoires? Voilà donc autant de questions aujourd'hui. Tom Saint-Fit s'insurge contre le fait que, mais il y a par exemple 7 de ces joueurs qui sont bloqués en Italie qui ne peuvent pas sortir, qui ne peuvent pas revenir.
pour la Gambie. Et donc, mais ça c'est un drame. Comment dire, il a évoqué également le cas de la France où ça évolue, la Belgique où ça évolue également. Un peu partout dans le monde. Hein. Bientôt, on va également prendre certaines décisions là-bas. Qu'est-ce que nous faisons donc en Afrique? Qu'est-ce qui explique, on va dire, ce silence de la CAF, puisque ça fait une semaine quand même que Constant Omari a dit que la CAF était en réflexion. C'était quel genre de réflexion? Oui, mais c'est ce que nous ne comprenons pas, parce que, bon, il paraît qu'il faut attendre encore d'ici la fin de la semaine pour connaître la décision définitive ou bien le fruit de cette profonde réflexion. Cette profonde réflexion. Et c'est pour ça que je dis, il faut prier que, disons, la décision tombe très rapidement et que, disons, on ne continue pas de dormir dans ce sommeil dogmatique. Parce que là, ça risque de créer donc une autre situation qu'on ne pourra pas... si la psychose s'installe, ça va devenir ça devient donc très grave. Une situation très grave. C'est pour ça que je dis que c'est devenu un drame, voyez-vous, et c'est une évidence. Maintenant, le Togo va se déplacer donc en Égypte. Pour le moment, l'Égypte a décrété un match à huis clos, voyez-vous. Mais bon, maintenant, est-ce que ça suffit? Match à huis clos, est-ce que ça arrange? C'est comme aujourd'hui, Paris Saint-Germain va jouer donc son match à huis clos. Mais je crois que déjà en France, on est en train d'évoluer et on risque également d'arrêter le championnat là-bas ou les compétitions là-bas. Vous voyez que déjà sur le plan international, on commence à annuler certains rendez-vous. Comment dire, sportifs. En tennis, en cyclisme, et même le tennis, on dit que ça Indian Wells a été annulé. Oui, ça a été annulé. Et un autre tournoi donc, en Espagne qui va être donc, à huis clos. J'espère que jusque-là, on ne va pas l'annuler. Alors, donc, des compétitions. Vous avez parlé tout à l'heure donc, des Jeux Olympiques au Japon, où déjà la réflexion va vers le fait qu'il ne faudra pas reporter ça d'un an ou 2 ans, oui. Voilà, donc c'est une réflexion. Et même si le Japon n'est pas d'accord, mais il n'est pas le seul à disputer donc, ces Jeux. C'est le CIO qui doit pouvoir se prononcer. C'est le CIO qui doit pouvoir se prononcer parce que justement, cette pandémie, ça prend donc de l'espace. Et à un moment donné, on se pose beaucoup de questions donc, par rapport à ça. Il faut que, en tout cas, même au Togo, on commence à réfléchir sur les dispositions à prendre par rapport au regroupement, par rapport, disons, aux événements sportifs également, aux spectacles, tout et tout. Je crois que c'est maintenant qu'il faut commencer à réfléchir à cela. Oui, au niveau de la CAF, les compétitions sont là, sont programmées. On n'a pas encore dit que les éliminatoires sont annulés. On n'a pas parlé du CHAN, alors qu'il y a des cas. Au Cameroun, on a parlé de 2 cas. Oui, il faut vraiment que les pays prennent le devant. Le Togo peut-être peut réagir parce que le Togo est concerné. Il va dans ce pays-là. Mais pour le moment, le Togo n'a pas encore fait de réaction par rapport à ça. Mais la CAF qui contrôle, qui est la fêtière, est en profonde réflexion depuis des jours. Qu'est-ce qui se passe? Ça devient de l'attentisme. On est là, on attend ce que décideront les autres. Vous savez, souvent, il y a ce suivisme-là qui gangrène le comportement des dirigeants de la CAF, où on attend de voir ce que feront les Européens avant de pouvoir décider. Mais l'UEFA a déjà pris une décision en décrétant donc des matchs à huis clos. Voilà, c'est ce qui m'étonne. La FIFA n'est pas loin de le faire. Voilà. Pourquoi attendre encore? Ce qui m'étonne d'ailleurs que cela a été dit sur ce continent et que la CAF jusque-là ne s'est pas encore prononcée. Maintenant, il va falloir, comme tu l'as dit, que les États décident parce qu'ils sont garants de la sécurité, même sanitaire, de leurs citoyens. Il va falloir que les États décident parce que le Togo va aller jouer en Égypte. Ce sont les Togolais qui vont aller. C'est l'État togolais qui va envoyer ses citoyens sur, comme on appelle, dans un autre pays. Maintenant, si la CAF ne peut pas décider, dit ce qu'on doit faire, jouer les matchs à huis clos, voilà, la garantie même n'est pas dans les huis clos parce que il y a ces frontières poreuses qui sont là, où les gens passent et laissent donc le microbe comme le virus. C'est juste une mesure parmi tant d'autres, voilà, ça ne garantit rien. Oui. Donc je crois qu'on doit se remettre donc à l'autorité de nos États en Afrique. Il faut qu'on décide. À chaque fois, on attend que les autres décident à notre place. On ne sait pas ce qu'on doit faire. On ne met pas en place des structures, des prévisions pour pouvoir aviser. Donc je crois quand même que là,
pour moi, il faut que les États, nos chefs d'État ou bien nos gouvernements écrivent déjà à la CAF pour lui poser la question de savoir ce qu'en est vraiment des décisions à prendre contre le virus du coronavirus. Comment on l'appelle, le Covid-19 si vous voulez. Voilà, Aristide Kouévidien, oui, on a vu ailleurs, des dispositions sont en train d'être prises. On a vu par exemple au niveau de l'Union européenne 25 millions d'euros. Un fonds va être créé pour permettre quand même à ces pays ou bien aux pays de cette union de pouvoir lutter contre cette maladie. Mais on ne sent pas la même chose ici. Je parlais de l'Afrique et même au Togo. C'est vrai qu'on a annoncé un cas, mais après on a dit que la situation était sous contrôle. Mais qu'est-ce à dire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il y a des échéances. On parle du CHAN. Le Cameroun qui abrite cette compétition est touché. On parle de l'Égypte. On a annoncé des cas là-bas. Mais le Togo est concerné. Oui, naturellement, le Togo et même les pays où on n'a pas encore signalé de cas sont tout à fait concernés. Tous ces pays doivent quand même s'inquiéter parce qu'il y a des joueurs de ces pays qui évoluent en France, qui évoluent dans la plupart des pays en Europe et même en Afrique. Et donc, je pense que la CAF a sorti un communiqué le vendredi dernier. Et moi, il y a une partie du communiqué qui m'a un tout petit peu inquiété parce que la CAF disait que les instances de la Confédération ne sont pas extrêmement inquiètes. Je vais vous lire un tout petit peu cette partie-là. On dit, oui, les plus hautes instances de la CAF ont mandaté la commission médicale de suivre l'évolution de cette maladie et de mettre en place des mesures d'éveil afin de protéger la santé des footballeurs. Ça, c'est le premier paragraphe. Maintenant, là où ça devient beaucoup plus inquiétant, c'est cette partie-là où éventuellement, d'abord, la CAF dit, si la situation l'impose, en accord avec les pays concernés, d'éventuels huis clos, report ou même annulation pourraient être envisagés en attendant des conseils des acteurs du jeu. Les conseils aux acteurs du jeu sont promulgués conformément aux directives donc, de l'OMS. Mais là, le temps de retrouver cette partie-là où, pour moi, c'est, voilà, oui. La CAF, on dit les instances de la CAF ne sont pas extrêmement inquiètes, mais restent vigilantes en ce qui concerne les matchs du tournoi futur, tels que la Ligue des Champions, la Coupe de la Confédération, le CHAN et les Ce qui veut dire que l'Afrique n'est pas encore menacée, c'est ce qu'on peut comprendre. Mais, alors les cas qui sont en Égypte, en Tunisie, Sénégal, Algérie, Togo, Nigeria et autres. C'est pour ça que moi je dis, en lisant cela, moi ça m'a un petit peu inquiété. Le communiqué date donc du vendredi dernier. Ils ont sorti, c'est actuellement disponible sur le site de la Confédération. Moi, je me dis, mais si jusqu'à ce niveau, la CAF dit qu'elle n'est pas extrêmement inquiète, c'est que, bon, peut-être on met en avant autre chose. Peut-être par rapport à ce qui se passe en Europe, par exemple. Ils trouvent que c'est mineur en Afrique. Oui, mais même si c'est 2 cas, ou même si c'est des cas suspects, eh bien, ça fait quand même peur. C'est grave. Oui. Ça dit, c'est une pandémie qui fait peur, hein. Même les pays qui ont beaucoup plus de moyens sur le plan sanitaire ont quand même, disons, la peur au ventre. Oui, il faut, ou bien la CAF voudrait dire qu'il ne faut pas céder à la panique. Non, pas forcément. On nous dit que cette situation n'est pas extrêmement inquiétante. Franck, ça veut dire beaucoup de choses. C'est-à-dire que quand on nous dit que ce n'est pas extrêmement inquiétant, tous les pays n'ont pas les mêmes moyens sur le plan sanitaire. Vous prenez le Togo, vous prenez le Bénin, vous prenez peut-être le Cameroun. Ces pays n'ont pas les mêmes moyens que les pays occidentaux comme la France ou encore l'Italie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a forcément des laboratoires dans ces pays qu'on considère, à tort ou à raison, pays sous-développés? Est-ce qu'on a les mêmes laboratoires qu'on a peut-être en Italie ou encore en France? De quoi que ça doit nous amener à mûrir les réflexions à ce niveau. Surtout que l'Égypte a annoncé, donc, disons depuis hier, que les matchs seront joués à huis clos. Mais pour ce qui concerne les matchs officiels, il reviendra naturellement à la Confédération africaine de football d'en décider. Oui, que comprendre dans cette sortie? Les Chinois même ont dit, je crois que le gouvernement chinois a fait une annonce là, hier nous disant que le foyer, la zone où on a dit Wuhan, que le foyer a été maîtrisé. Donc je crois que peut-être en écoutant cela, les dirigeants de la CAF se sont dit, bon, la maladie va s'estomper. Bien, oui, que comprendre dans cette sortie de la CAF? L'Afrique n'est pas, bon, les autorités ou bien les instances de la CAF ne sont pas extrêmement inquiètes. Bon, que écoutez, comprendre, on va y aller rapidement. C'est un discours politique. Vous savez que même dans les instances sportives, on a toujours
langage politique donc pour aborder les choses. Bon, maintenant, il faut aller au-delà de ce discours pour comprendre quand il dit que ce n'est pas extrêmement... Ça veut dire quand même que c'est grave. C'est grave. Ce n'est pas extrêmement grave. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une gravité. Et donc, avec cette gravité, ça peut également créer d'autres problèmes. Donc, c'est pour ça qu'on dit il faut peut-être réfléchir très rapidement et voir quelles solutions trouver par rapport à ça. C'est pour ça que moi, je dis... Oui, la sortie de Tom Saintfiet, sélectionneur de la Gambie, qui a fait d'ailleurs des propositions assez intéressantes. Oui, intéressantes, en disant, bon, ok, on peut repousser par exemple le match vers le mois d'août, enfin le mois de juin, pour le moment, parce qu'il y a donc une journée FIFA là-bas où en Afrique, on ne joue pas. Et donc, qu'on pourrait peut-être placer ces matchs là-bas, ou bien un seul match donc, dans ce créneau. Bon, ok, c'est des analyses qu'il faut faire. Ou voir, est-ce qu'en allant vers là, chemin faisant, est-ce qu'on peut trouver des solutions pour, disons, cette épidémie ou cette pandémie donc, qui prend dans l'espace. Je dis que ça crée de la panique. Moi-même, moi qui suis ici, j'ai peur. Moi, j'avais même un projet. Je devrais, par exemple, parlant de mon cas, par exemple, je m'inscrivais pour, disons, les assises internationales du journalisme de Tours, en France. Je me suis déjà inscrit, on m'a envoyé l'invitation, j'ai commencé les démarches, et puis je me suis arrêté, j'ai dit non, mais écoutez, heureusement, ce matin, on m'a écrit pour notifier que les assises internationales de Tours sont reportées sur le mois de septembre-octobre. Très bien. Ok, tant mieux. C'est tant mieux. Merci, on termine avec vous. Prosper, merci à vous également. Aristide Kouvidien, merci Eloma Dovon pour la vidéo. Merci à NASPM. À très bientôt.